Bonjour, bonsoir, bon appétit si vous êtes à table, bon bain si vous prenez votre bain, ce qui est très bon pour l'hygiène quotidienne, notamment en période de canicule. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Plus d'éléments, l'émission de la Revue des idées pour la civilisation européenne. Vous nous avez été très nombreux à nous suivre lors de cette première édition, comme à chaque sortie du numéro en kiosque. Là, en l'occurrence, il sortira le 20 juillet. Voilà, donc je suis heureux de vous retrouver. Autour de moi, Ludovic Maubreuil, le plus ancien chroniqueur sur ce plateau d'ailleurs d'Éléments. Je crois que vous écrivez dans Éléments depuis les années 90 à peu près. C'est ça, une vingtaine d'années. Oui. Une vingtaine d'années, vous avez déjà participé à l'émission précédente. Oui. Je me tourne ensuite vers David Lépée, chroniqueur plus récent d'Éléments, qui vient d'ailleurs de publier un livre aux éditions des livres noirs sur le socialisme asiatique, peut-être que vous nous en parlerez tout à l'heure. Thomas Hennetier, que vous écrivez dans Éléments depuis 2-3 ans, je crois, notamment un article sur Matthew Crawford, nous en parlerons aussi. Et ensuite, Christophe Alexandre Maxime, autre récent chroniqueur d'Éléments. Mais tout de suite, nous allons passer évidemment à la première partie de cette émission, la revue de presse. Cela fait bien longtemps que notre revue s'est opposée aux inquisitions intellectuelles, à ce que certains ont appelé, et Alain de Benoît le premier, la pensée unique. Je me tourne tout de suite vers David Lépée. Vous avez publié dans notre dernier numéro un entretien avec André Perrin. Je cite le titre « Scène de la vie intellectuelle en France » avec une préface de Jean-Claude Michéa. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est vrai qu'en ce moment, depuis quelques années, on entend beaucoup parler de police de la pensée, de diabolisation, dédiabolisation, de pétitions, d'ailleurs, qui ne sont plus des pétitions pour la liberté d'expression, mais plutôt des pétitions pour demander l'exclusion d'un certain nombre de malpensants. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter André Perrin et nous dire pourquoi vous avez eu l'idée de cet entretien ? Alors André Perrin est agrégé de philosophie, il est maintenant à la retraite et c'est intéressant de préciser quelle était sa formation et son métier car il a écrit vraiment ce livre en philosophe. Il revient sur 9 polémiques qui ont émaillé la vie intellectuelle française ces dernières années. Alors ça va de l'affaire Guggenheim sur le retour des textes anciens via les pays arabo-musulmans, en passant par la question de la théorie du genre, de la féminisation du langage, des mots tabous comme le mot race, de l'anticléricalisme, de la critique de religion, etc., etc. Et à chaque fois, une constante, c'est que ces polémiques sont souvent malhonnêtes. Les gens font preuve de mauvaise foi dans un rapport de force en général entre une pensée dissidente et une pensée officielle ou mainstream. Il écrit par exemple « Refuser de lire un texte et s'employer à réfuter une thèse qu'il ne soutient pas mais qu'on lui attribue est un moyen d'éviter la discussion avec les thèses qu'il soutient effectivement. » Et en gros, c'est une dénonciation du sophisme. Du point de vue, on pourrait dire, d'un prof de philosophie, il fait la leçon aux hommes politiques et surtout aux intellectuels actuels en disant « Vous ne devriez pas faire comme ça, vous utilisez des arguments d'autorité, vous êtes de mauvaise foi, vous diabolisez, il faudrait pouvoir raisonner. » Et si nous a paru intéressant de faire l'entretien avec cet auteur, c'est parce que même s'il est extérieur à nos milieux, je pense que l'éthique intellectuelle qui est la sienne se retrouve tout à fait dans la démarche d'Éléments depuis le début, c'est-à-dire même si nous avons des idées bien précises, nous aimons discuter avec tout le monde et quand nous discutons avec un opposant, on le fait avec toute l'éthique nécessaire et la rigueur qui va avec. Vous parlez d'éthique, Philippe Muret parlait d'épuration éthique et de ce souhait qu'avait un certain nombre d'élites bien pensantes d'épurer éthiquement le débat intellectuel, comme s'il n'y avait pas de débat à élever, comme si on ne pouvait pas se poser certaines questions. Alors j'aimerais entendre Ludovic Maubreuil sur cette question, car vous êtes un spécialiste du cinéma, mais pas seulement, vous êtes un observateur aigu de la vie intellectuelle française. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur cette volonté de purification permanente, où on l'a vu d'ailleurs au moment des affaires, notamment de l'affaire Millet en particulier, ou Renaud Camus, une volonté de dire, surtout cacher ce sein que je ne ferai pas voir. Il y avait d'autres tabous, des tabous sexuels autrefois. Désormais, il y a des tabous sur le racisme, l'antiracisme ou des questions qu'on ne devrait pas poser en quelque sorte. C'est vrai, l'histoire Millet, oui, justement, elle est vraiment, vraiment emblématique. Et on voit le héros du bien, enfin le héros au sens d'annonceur, qui est vraiment pris dans une situation. Il a une position complètement intenable. Il veut
purger la littérature de l'abjection, on avait parlé de livres abjects, de la perversion, on parlait de rhétorique perverse, des dérives, quelles qu'elles soient. Bernard-Henri Lévy avait parlé de dérives idéologiques à propos du livre de Millet, donc sur l'éloge littéraire de Breivik. Et en fait, en se comportant ainsi, on se comporte finalement de la même manière que ceux que l'on accuse de vouloir purifier la société, la langue. Et c'est ça la situation totalement paradoxale et contradictoire de la ligne vertueuse qui veut supprimer ceux qu'elle accuse d'avoir des velléités purificatrices. Donc ça, c'est assez frappant dans cette affaire-là. Je disais d'ailleurs de ce point de vue-là que la Nouvelle Droite, notre mouvance, avait toujours été très, très attentive à cette destruction du débat intellectuel, parce que c'est une destruction. On ne peut pas débattre à partir du moment où on exclut du champ du débat des gens qui sont considérés comme des diables ou des démons. J'aimerais d'ailleurs montrer à ce moment, voilà un vieux numéro de 1993 sur la police de la pensée, ou un numéro plus récent sur la diabolisation continue. Voilà, avec cette merveilleuse couverture, avec une croix gammée un peu coquine en quelque sorte, qui était une manière de renvoyer à nos adversaires ou aux nouveaux inquisiteurs les choses ou les stigmates qu'ils voulaient nous donner. Thomas Hennetier, j'aimerais vous entendre sur cette question. Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous aviez peut-être une analyse à nous faire, non pas sur cette volonté de purification, mais sur peut-être cette volonté de dire au fond que le débat ne doit se passer que sur certains sujets, parce que les sujets sont imposés aujourd'hui en quelque sorte. Il y a une nouveauté vraiment dans l'époque actuelle, et Perrin le montre au-delà de la recension d'affaires qu'on connaît tous, c'est cette volonté y compris de ne plus lire ses adversaires. La vie intellectuelle d'après-guerre des années 50-60 a été dure. Le marxisme universitaire imposait ses thèmes. Quand Raymond Aron publiait L'opium des intellectuels, on le renvoyait à ses intérêts de classe, à son appartenance de classe, mais on lisait encore l'autre. Maintenant, on ne le lit plus. Et on voit qu'y compris quand Guggenheim parle d'un sujet qui est la manière dont l'Europe a récupéré l'héritage grec, il n'a pas le droit d'évoquer le sujet. Et donc c'est ça quand même la nouveauté de la période intellectuelle que nous vivons. Alors moi j'aimerais peut-être me faire l'avocat du diable. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup dans nos milieux ou dans notre mouvance de la nouvelle Inquisition, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui aussi se sentir victime de cette nouvelle Inquisition est devenu un lieu commun. C'est-à-dire que ce soit même du côté des nouveaux inquisiteurs, ils se présentent comme de grands rebelles. BHL ne se dira jamais le maître du conformisme. Je ne sais pas quel autre ponte de la vie intellectuelle ne va pas dire « je suis un gardien de la bien-pensance ». Est-ce qu'on n'arrive pas à une sorte de trouble où tout le monde devient un rebelle en quelque sorte? Alors je parlais, peut-être oui, Christophe. Notre camarade David qui a mené l'entretien avec Perrin, on a employé l'expression de sophiste. Moi je voudrais revenir sur ce qui est un peu central, c'est la figure de l'intellectuel très français en fait, qu'on a un peu créé. Ça me fait toujours penser à ce que disait Balzac sur les journalistes et le journalisme. Balzac a tenté d'être journaliste, qui a même été des patrons de presse à un moment donné, et qui avait une espèce de très grande méfiance et de très grande critique à l'égard de la presse, et qui trouvait que tous ces gens-là, en fait, sont des espèces de vecteurs d'opinion. Le journaliste, c'est une espèce de figure de parasite qui fabrique une opinion, qui a une opinion sur tout, et qui a surtout une opinion. Et c'est ce qu'on voit un peu avec tous ces personnages. On est dans l'intermédiaire, et le boutiquier parasite, en fait. J'ai l'impression que c'est ce que Perrin nous montre. Moi, j'aimerais interroger aussi David, qui a un regard peut-être extérieur à la France, qui est un ressortissant suisse. Est-ce que c'est des phénomènes spécifiquement français? Est-ce qu'il y a une espèce de guerre civile française intellectuelle? Est-ce que dans des pays francophones où on a un esprit plus fédéral, plus démocratique, c'est différent? Mais qu'est-ce qu'on pense de l'extérieur, de cette espèce de cloaque bizarroïde français? Alors pour rebondir et ne pas conclure, mais conclure en tout cas dans cette émission, j'aimerais poser la question à David qui a mené l'entretien avec André Perrin. André Perrin note une chose, moi, qui me semble importante, c'est que le débat a été aussi troublé, si je puis dire, par l'apparition des grands médias. Et comment mener en profondeur des débats
à partir du moment où les cadres même de ces débats sont menés à la télévision ou sur les réseaux sociaux, et où c'est la rapidité de ces médias-là qui s'impose. Comment mener en profondeur ces débats-là? D'ailleurs, André Perrin dit qu'il va jusqu'à dire aux intellectuels, refusez de vous mêler à cette mascarade de certains débats télévisés. Oui. C'est-à-dire que la censure n'est pas que idéologique, elle est technique, même si le technique est parfois le prétexte de l'idéologique, avec le format radio, avec les heures de diffusion. Évidemment, l'alternative à ça, on peut ou essayer quand même en disant qu'il vaut mieux être présent quand on parle de nous, parce que sinon ils en parleront quand même en pire, ou alors conquérir d'autres médias, et quand on ne vient pas à TF1, on peut venir sur TV Liberté et disposer d'un temps de parole aussi. Aujourd'hui, l'alternative existe. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Est-ce que vous avez une autre chose à rajouter sur ce que vient de dire notre ami David? Thomas? J'ai beaucoup aimé l'expression de principe de charité qu'évoque André Perrin, c'est-à-dire que considérer dans un débat qu'on est avec son interlocuteur dans une égalité de raison et que l'autre peut avoir raison ou du moins faire apparaître des choses qu'on n'a pas vues. Et je pense toujours à Gramsci dans ces cas-là, qui disait qu'il faut toujours aller chercher le point haut chez son adversaire. C'est-à-dire ce qui peut nous faire progresser, ce qui peut, encore une fois, nous faire apparaître quelque chose qui va éclairer de façon nouvelle notre pensée. Et le point peut-être d'optimisme aujourd'hui, c'est quand on voit des personnes de la gauche radicale ou de la gauche critique aller chercher chez Carl Schmitt, qui est pourtant cette grande figure qui a été longtemps terrifiante pour la gauche, et Carl Schmitt qui lui-même allait chercher, était inspiré et admiré Lénine ou des penseurs marxistes. Voilà, avoir cette idée, peut-être que c'est notre force ici par rapport à d'autres milieux où on va lire l'adversaire ou celui qui peut paraître comme un adversaire. Alors il nous reste peu de temps pour finir juste, oui. Olivier. C'est ça, tout ça met un peu en relief l'invraisemblable violence du climat intellectuel actuel, avec énormément de malveillance personnelle. On est dans un climat de violence absolue. Il y avait une mode dans les années 70, et je conclurai là-dessus, où une certaine mode à gauche en tout cas, où on disait d'où tu parles. Et c'est une chose qui revient d'ailleurs quand Élément fait des unes sur des penseurs de gauche ou se réclame de Michéa ou s'intéresse à Proudhon, mais d'où vous parlez, peut-être que nous avons de mauvaises pensées que nous voulons récupérer. Et pour conclure, j'aimerais dire que non, simplement à Élément, nous essayons de réfléchir. D'où tu parles, nous parlons peut-être du sommet, de la curiosité, de l'intelligence. En tout cas, essayons d'avoir cette intelligence des textes, et on ne cherche pas à récupérer, on cherche à réfléchir à travers des pensées qui nous semblent intéressantes. Mais je vais passer, parce que cette émission doit continuer, et nous avons beaucoup de choses à dire dans cette émission, je vais passer maintenant au coup de cœur et au coup de gueule. Alors, coup de cœur et coup de gueule, c'est toujours un moment de cette émission que certains de nos auditeurs, enfin nos spectateurs attendent. Il y aura des coups de gueule, il y aura des coups de gueule, il y aura des coups de gueule même, je crois, enfin des coups de boule, pardon, j'aime bien cette expression de coup de boule. On va commencer, je crois, par notre ami Ludovic Maubreuil. Je crois que vous voulez vous élever contre un cinéaste français. C'est ça. Qui s'appelle François Ozon. Voilà, François Ozon. Mon coup de gueule, c'est contre ce cinéaste qui a sorti il y a un mois là, son dernier film, L'Amant double, qui est particulièrement mauvais et qui n'avait pas moins eu les honneurs de Cannes, ce qui n'étonne plus. Alors il y aura toujours des imbéciles pour nous assurer que ce cinéma est sulfureux ou viscéral, ces adjectifs grotesques ne servant en fait qu'à nous indiquer que dedans on va y trouver du nu provocateur. Alors, c'est quoi le nu provocateur à l'époque du porno tout azimut? C'est ce qui émoustille le critique de Télérama ou des Inrocks, tout retourné de voir sur grand écran, mais avec décalage, tout ce qui passe à grand flux sur n'importe quel téléphone. Alors de l'homosexualité mais ambiguë, du triolisme douloureux, du SM inquiet, du coït presque explicite. Et c'est dans ce presque d'ailleurs qu'Ozon se noie et son cinéma avec lui, puisque c'est un cinéma qui n'ose jamais qu'en apparence. Son audace est
toujours tenu en laisse par l'esthétique convenue, ce kitsch référentiel qui a vécu le moindre malaise. L'érotisme chez Ozon, il est à gros sabots, plein de morgue, de clichés, de chiquets, si bien qu'on ressent jamais rien. C'est un peu un cinéaste sulpicien, en quelque sorte. Oui, c'est un peu ça, avec ces thèmes archi-rebattus, de la gémellité maladive, du double destructeur. Dans un coin du plan, il y a toujours un miroir qui réfléchit pour nous. Voilà, donc ce qu'il a réussi, Ozon, en fait, c'est la gentrification du cinéma, avec un style qui usurpe et qui dénature. Donc nous n'irons pas voir le film d'Ozon, je pense qu'on peut s'en passer. D'autant qu'en général l'été il y a de merveilleuses rétrospectives, notamment à Paris, où nous pouvons aller revoir du Sacha Guitry, du John Ford et du Raoul Walsh. Et pourquoi pas d'ailleurs aussi, parce que là je me tourne pour un autre coup de cœur. Alors là en l'occurrence vous allez faire l'éloge d'un grand cinéaste, absolument, et d'un de ses films ou d'une série qui est... Alors Twin Peaks, mon coup de cœur a aussi eu comme Ludovic les honneurs de Cannes, mais d'une manière un peu plus honorable. Oui, je voulais parler de la meilleure série télé jamais produite, c'est Twin Peaks du fantasque réalisateur David Lynch. Alors Twin Peaks, c'était il y a un peu plus de 25 ans, ça a duré 2 années de 90 à 91. C'est une série, David Lynch en fait fait un jeu de pistes où il mélange tous les genres. On est à la fois dans le policier, dans le fantastique, dans la science-fiction, dans la romance, dans le burlesque, dans le métaphysique, dans le bizarre et dans le très drôle. Twin Peaks a été interrompu pour des raisons, à cause de la guerre du Golfe en fait, où la chaîne de télé ABC a coupé les budgets, et elle revient un peu miraculeusement maintenant. On peut la suivre par Showtime aux États-Unis et sur Canal. 25 ans après, on reprend un peu les mêmes thèmes, un peu les mêmes personnages vieillis. Et ce qui est passionnant dans Twin Peaks, c'est le mystère absolu, c'est le mystère des images, des histoires, avec des histoires de fantômes, de hiboux réincarnés, de policiers fous. C'est d'une très très grande beauté plastique dans cette région de l'État de Washington qui est très belle près du Canada, avec des cascades, des forêts. C'est très panthéiste, c'est très incarné. Et puis c'est aussi un morceau de l'histoire des États-Unis avec le peuple indien qui est présent mais qui ne l'est plus tellement. Donc il faut que tout le monde redécouvre Twin Peaks de l'époque et puis la nouvelle série qui démarre. Voilà, donc merveilleux. Peuple indien, c'est le mot que je retiendrai parce qu'on aime beaucoup les peuples indiens. Thomas Hentier, vous êtes aussi un adorateur des peuples indiens, mais vous n'allez pas nous parler des peuples indiens. Je vais vous parler de Marlène Schiappa, nouvelle icône du féminisme en régime macroniste, alors, celle qui doit être la promotrice, je ne sais plus très bien, de l'égalité homme-femme, de l'égalité femme-homme. Alors, on avait eu la nuisible Vallaud-Belkacem et la terrifiante Rossignol. Donc tous les espoirs étaient permis puisque plus rien ne serait jamais comme avant, donc ça allait forcément s'améliorer. Malheureusement, le pire, s'il n'est jamais certain, s'est produit. Alors c'est le méchant réac Alain Finkielkraut qui s'est ému de déclarations antérieures de cette jeune championne de la laïcité, qui déclarait que, je cite, puisque sinon après il nous traite de menteurs, « Interdire le voile à l'école, c'est reconnaître le voile comme signe religieux, donc reconnaître une religion, donc contraire à la loi de 1905. » Je vous laisse apprécier sa logique. Et puis, toutes les religions dissimulent le corps des femmes, en particulier le christianisme et le judaïsme. Voyez, c'est les juifs Loubavitch. Alors, je ne suis pas allé vérifier, j'en vois pas tous les jours sur les quais de mon RER, des juifs Loubavitch, donc je n'ai pas pu aller vérifier. Alors, devant ces révélations, Madame Schiappa a répondu par une méchante lettre à notre académicien. Elle a d'abord déclaré qu'elle pensait qu'Alain Finkielkraut était chroniqueur télé. Donc elle a découvert qu'il était académicien. Et puis, bien sûr, la rengaine habituelle, elle a été critiquée parce que c'est une femme, parce qu'elle est féministe, parce qu'elle est de gauche, parce qu'elle est issue de ces fameux quartiers populaires. Alors, fille d'historien et de proviseur de lycée quand même, de quartiers populaires assez revus et corrigés. Donc que les affreux conservateurs se rassurent, rien n'a changé, le féminisme crétin est toujours en marche. Le féminisme crétin, nous en parlons aussi avec notre ami David Lépée. Oui, mon coup de gueule, je voulais le faire contre ce qu'on appelle le manspreading, alors un coup de gueule contre la chose, contre le mot, contre ceux qui font la chose, contre ceux et surtout celles qui dénoncent la chose et contre tous ceux qui utilisent le mot. Alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais depuis le début de l'émission, je fais du manspreading, c'est-à-dire que j'écarte les jambes autant que ce siège me le permet et je vous mets dans l'embarras, vous qui êtes à côté de moi, vous qui êtes devant moi, et c'est très
très embarrassant. Alors on voit ça, semble-t-il, beaucoup dans les transports publics. Des féministes se sont chargées de le dénoncer. Je pense qu'elles ont raison de le faire à titre d'incivilité, mais non pas de sexisme. Je pense que c'est simplement des problèmes de politesse, de courtoisie qui se perdent. Mon coup de gueule est donc contre ceux qui se comportent mal dans les transports publics, mais aussi contre celles qui récupèrent politiquement et idéologiquement ce problème-là. En plus, par le biais d'un anglicisme, à chaque fois, on croit qu'on a réinventé la Lune. C'est un truc de journalisme. On parle de Nordic Walking pour expliquer qu'on a inventé un nouveau sport qui consiste à mettre un pas devant l'autre pour marcher. Et avant 2016, personne n'écartait les jambes, ni dans les transports publics, ni ailleurs. Voilà, le problème est là. Mais je finis quand même en coup de cœur pour dire que même si la cause n'est pas légitime en tant qu'elle est récupérée comme combat antisexiste, il faut aussi savoir reconnaître quand les féministes font preuve d'humour et d'esprit. C'est suffisamment rare pour le noter. Et elles ont diffusé sur les réseaux sociaux et sur Internet en général un visuel qui représente l'acteur de film pour adultes Rocco Siffredi dans cette position-là, en disant si Rocco y arrive, messieurs, vous devriez pouvoir le faire aussi. Et ça, j'ai trouvé que comme communication de civilité dans les transports publics, c'était assez bien trouvé. Vous savez reconnaître le talent quand il est présent, même chez nos ennemis ou nos adversaires. J'aime pas trop le terme d'ennemi. Moi, je terminerai sur un coup de cœur, sur ce vieux Léon Daudet que les merveilleuses éditions Séguier viennent de rééditer. Marcel Proust disait que quand il lisait l'Action française, il prenait une cure d'altitude mentale, et on en a la preuve quand on lit les splendides chroniques littéraires de Léon Daudet, qu'il parle d'ailleurs de Shakespeare, de Bernanos, de Louis-Ferdinand Céline, du jeune Joseph Kessel qu'il va découvrir, un des premiers à le découvrir. Léon Daudet a été vraiment un des grands génies de la critique littéraire en France. La critique aujourd'hui est souvent une critique complaisante où on s'arrête où on tourne autour du nombril des écrivains, où on ne parle pas des œuvres et du style. Et Léon Daudet nous donne une splendide leçon de ce qu'était avant, et j'espère peut-être ça va inspirer aussi un certain nombre de nos critiques, le génie de la critique littéraire. Et donc vive Léon Daudet, voilà mon coup de cœur, Léon Daudet, le grand Léon Daudet. Vive Léon Daudet, ma mère, Olivier. Vive Léon Daudet, ma mère, comme chantait une chanson d'Action française. Merci. Et nous allons maintenant passer à la troisième et dernière partie de notre émission avec le grand entretien avec Slobodan Despot. Bienvenue alors de retour sur le plateau du Plus d'éléments avec un collaborateur d'éléments, Slobodan Despot, mais il n'est pas seulement un collaborateur d'éléments. Je crois que certains lecteurs fidèles d'éléments vous connaissent, mais je vais quand même vous présenter un peu, cher Slobodan. Vous êtes un homme avec des vies un peu multiples en quelque sorte. Vous êtes suisse, mais d'origine serbe. Vous êtes un écrivain français publié dans la collection Blanche, la vénérable collection Blanche de la Gallimard. Vous animez le site Antipresse depuis quelques années, je crois qu'il La lettre Antipresse. La lettre Antipresse, oui. Pardon. Vous êtes cofondateur du site de la lettre Antipresse. Vous avez été très proche d'un personnage un peu sulfureux, en tout cas pour certains Français, qui s'appelle Oscar Freitinger. Vous lui avez d'ailleurs consacré un livre qui s'appelle Oscar Eliminare. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre dernier roman, puisque vous êtes un romancier. Vous aviez publié Le Miel en 2014, je crois, repris en folio récemment, qui est une sorte de road movie balkanique en quelque sorte, avec quelques accents. En tout cas, moi j'ai vu cela koustoriquien, mais là vous nous présentez un livre à la fois qui est un roman d'espionnage, qui est un roman, une réflexion aussi sur la menace nucléaire. Moi je l'ai vu comme ça. Et alors j'aimerais vous poser des questions, cher Slobodan, sur ce livre, puisque vous mettez en scène un personnage qui s'appelle Herbert de Lémur et qui ressemble beaucoup à quelqu'un qui a été assassiné à l'Élysée au milieu des années 90. Alors comment est né, alors je vais vous présenter le livre, c'est Le Rayon Bleu. Est-ce que vous pouvez nous présenter, c'était une sorte de roman à clé en quelque sorte, Le Rayon Bleu? Non, pas du tout, parce que effectivement, s'il y a un personnage qui se fait assassiner à l'Élysée dans un roman, évidemment on pense à François de Grossouvre. Je ne crois pas que le reste du contexte et du profil du personnage correspondent de près ni de loin à la biographie du grand patron des chasses présidentielles. En revanche, de telles intrigues, parce que c'est une intrigue qui est bien connue, comme d'autres intrigues présentes dans le roman, ont cet avantage pour le romancier de permettre de développer tout un univers qui est évidemment fictif, mais qui est basé sur
sur comment dirais-je, un thème métaphysique qui, à mon avis, n'a jamais encore été traité dans la littérature. Mais vous êtes fasciné par les zones d'ombre quand même. Je pense que c'est cette espèce de zone d'ombre qui entoure d'ailleurs nos démocraties occidentales, où c'est des gens qui ont plein de pouvoir et on ne sait pas trop ce qui s'y passe. C'est des gens qui ont beaucoup de puissance, mais cette puissance reste très occulte en quelque sorte. Alors d'abord, évidemment qu'à l'époque où nous sommes, le pouvoir visible et le pouvoir invisible travaillent main dans la main, mais pas dans les mêmes secteurs. Ensuite, nous vivons dans une idéologie, dans un esprit de progrès, c'est-à-dire un esprit qui est lénifiant, qui nous promet que demain sera toujours mieux qu'aujourd'hui, et en même temps, les mêmes régimes, les mêmes systèmes, les mêmes personnes nous préparent des lendemains qui sont plus qu'épouvantables, puisqu'ils préparent en même temps la guerre nucléaire. C'est un petit peu contradictoire. Et cet aspect de notre monde, qui est en même temps très soucieux de tout, des minorités, de la nature, du bien en général, est aussi le moment de l'histoire où l'homme a été le plus proche de se détruire lui-même. Et cette contradiction-là, on l'a très peu étudiée. Mais dans votre roman, que ce soit les murs ou le personnage d'ailleurs du russe de l'université de Lumumba, qui appelle avec ce téléphone en bakélite, il y a beaucoup de choses mystérieuses. Enfin, les lecteurs, les gens qui vont découvrir votre roman vont le découvrir. Il y a en effet cette volonté aussi de résister à ce monde occulte, à travers ce club des éveillés notamment dont vous parlez. Alors oui, d'abord il y a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale, au XXe siècle, beaucoup de cas de gens qui ont soit été des lanceurs d'alerte, comme on le dira aujourd'hui, des opposants de l'intérieur des systèmes. On croyait qu'il n'y avait d'opposants que dans le système soviétique, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et puis il y a aussi le développement d'une certaine conscience, d'une conscience qui est supérieure même aux enjeux stratégiques qui sont au cœur du roman, mais qui est une conscience de l'unicité de l'humanité, de la singularité du moment où nous sommes, qui est le moment où l'humanité prend sa destinée en main, y compris avec la possibilité de s'autodétruire, et la manière extrêmement primaire, manière d'anthropophytèque que nous avons d'affronter ces enjeux qui n'ont jamais existé pour aucune génération de l'humanité. Et là, à mon avis, je suis d'abord romancier en l'occurrence, je ne fais pas un essai sous forme de fiction, j'ai suffisamment été éditeur et j'ai suffisamment refusé de manuscrits qui étaient des essais déguisés en fiction pour savoir quelle est la différence entre les deux. Pour moi, c'était justement l'aspect politique, géopolitique, métaphysique de la situation où nous nous sommes mis à partir de la Deuxième Guerre mondiale, durant la guerre froide, qui a été un ressort romanesque plutôt que je n'ai utilisé les ficelles du roman pour étaler une thèse sur l'histoire présente. Vous n'êtes pas un romancier à thèse, on l'a compris, mais votre roman pose des questions importantes de ce point de vue-là. D'ailleurs, on sent qu'il est tiraillé, puisqu'il y a une personnalité qui apparaît dans le roman, on reconnaît sous les traits du général ingénieux, Aga, quelqu'un que les lecteurs de l'âge d'homme, de l'ancien âge d'homme ont connu, qui est le général gallois, qui était le père de la dissuasion nucléaire, française. Et on sent qu'il y a un débat entre Aga et les murs. Et qu'il y a un débat qui vous traverse, j'ai l'impression. Ah, absolument. Le général ingénieux, dans le roman, qui ressemble effectivement au général gallois, c'est le dernier exemple de la grande rationalité française, qui à un moment donné dit, mais enfin, si tous les États sont pourvus de la bombe atomique, il n'y aura plus jamais de guerre, puisque personne n'aura la folie de vouloir s'autodétruire. C'est la rationalité poussée jusqu'à ses extrêmes aboutissements et jusqu'à l'absurde. En face d'elle, il y a une espèce de, comment dirais-je, c'est peut-être plus propre à l'époque où nous sommes, qui n'est pas celle d'Ingénieux et de Gallois. Il y a une espèce de prise en compte tout simplement de la réalité qui n'est pas forcément rationnelle, qui est organique, qui est imprévisible et qui a aussi une composante. La vie elle-même a une composante que la rationalité veut absolument exclure, et c'est la raison pour laquelle je crois que nous nous sommes enfermés dans un modèle humain qui est décevant et qui produit des générations de crétins. C'est que la réalité est poétique. La réalité est imprévisible, elle est poétique, elle dépend, nous pouvons la modifier non pas par la rationalité, mais par notre engagement
total, physique, spirituel, et non pas par des raisonnements. Le raisonnement, c'est ce qui nous a menés dans la souillure où nous sommes. Et donc vous pensez que cette rationalité française, même si vous êtes un admirateur évidemment de la littérature française, a quand même de sacrées limites. Élément est la revue de la civilisation européenne, et nous avons dit pas de la civilisation française, même si nous sommes beaucoup d'entre nous français, mais vous faites aussi en partie une critique de cette rationalité française qui ne peut pas répondre aux grands défis civilisationnels et techniques. Alors en fait, évidemment, la rationalité française a irrigué l'époque moderne. La modernité entière apporte l'empreinte de la pensée française, et en même temps, elle a commencé par illustrer ses propres limites en se détruisant elle-même en quelque sorte. Donc il nous faut sortir d'une manière ou d'une autre de l'emprise de l'hyper-rationalité, dont nous voyons, vous avez illustré dans cette même émission tout à l'heure certains aboutissements parmi les plus baroques. Une des manières, je pense, c'est de revenir à la grande narration, à l'épopée, à la littérature, la poésie. Du reste, mon manuscrit, lorsque je l'ai rendu à l'éditeur, était sous-titré poème et non pas roman, ce qui a évidemment flanqué une trouille bleue à tout le monde. Comme les âmes mortes. Comme les âmes mortes, voilà. Pour moi, c'est un poème sur la France, un poème sur la conscience, un poème sur le sacrifice personnel dont nous avons oublié les vertus et même l'existence. Et on ne pourra pas retrouver notre élan humain, notre humanité foncière sans revenir à la poésie. D'ailleurs, vous commencez, je crois, votre livre, enfin ça apparaît à plusieurs reprises, sur la complainte de Mandrin. Oui. Je ne vais pas vous demander de la chanter, bien que peut-être que vous allez changer d'avis, parce qu'on en a parlé hors antenne tout à l'heure, sur cette complainte de Mandrin, parce que Mandrin est une figure de résistance en quelque sorte. Oui, enfin c'est un brigand avant tout qu'on a pendu. C'est un brigand d'honneur. Oui, mais c'est dans le poème qu'on en fait que se situe la vertu. On aurait besoin de Mandrin aujourd'hui. On aurait besoin de Mandrin qui se tiennent sur la potence, c'est d'ailleurs ce que je cite en exergue du livre, monter sur la potence, je regardais la France, etc. J'ai vu mes compagnons à l'ombre d'un buisson, et il s'adresse à ses compagnons de misère. C'était une chanson, une complainte que je chantais à mes filles quand elles étaient petites, que nous chantions ensemble, et qui, pour moi, était évidemment une histoire de brigands un peu repentis, de bons larrons, mais également et surtout une histoire de, comment dirais-je, de soudaine conscience de ce qu'on a fait, du tragique, de la fraternité humaine qui n'est identifiable pour certains que du haut de l'échafaud. Là, nous finirons sur ces très beaux mots de notre ami Slobodan Despot. Je rappelle Le Rayon Bleu qui vient d'être publié chez Gallimard. Enfin, ça fait d'ailleurs quelques mois, c'est avril 2017. Ça vient d'être publié en quelque sorte. Début mai en fait. Oui. Début mai. Le Rayon Bleu de Slobodan Despot. Merci, chers amis, d'avoir suivi Le Plus d'éléments. Nous vous retrouvons, je crois, en septembre pour la prochaine émission, à la sortie du prochain numéro d'Éléments. Je rappelle, mais je ne l'ai pas, puisqu'il n'est pas encore sorti, ça apparaît dans 5 jours, mais précédent numéro, on parlait de la diabolisation et de l'inquisition intellectuelle. Je rappelle le numéro de août-septembre 2012, il commence à dater déjà, où on retrouve plein de très bons articles sur le sujet. Le livre de David Lépée sur les socialismes asiatiques, L'Orient est-il toujours rouge ? Et le livre d'André Perrin, La scène de la vie intellectuelle en France. J'ai oublié de noter tout à l'heure qu'il était préfacé par quelqu'un qui nous est cher au sein de la rédaction Éléments, qui est Jean-Claude Michéa. Merci à vous. Nous vous retrouvons en septembre pour la prochaine émission et bientôt avec aussi ces années-là, qui est notre émission sœur en quelque sorte, animée par l'ami Patrick Luzinski. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.